etc. L'homme a besoin de pain, l'homme a besoin de vêtements, l'homme a besoin de lutte et de solidarité. Et ça finit, et le prolétaire est un prolétaire. Donc là, donc ça montre bien, et il y a quand même une très forte mobilisation, puisque tout au long de ces 3 journées, qui se tiennent à Strasbourg, parce qu'elles ne peuvent plus évidemment se tenir en Allemagne, qui mobilise encore une fois des chorales venues de toute l'Europe. C'est une chorale anglaise, je crois, et une chorale suisse qui sont primées à l'occasion de ces Olympiades. Elles se sont tenues d'ailleurs non sans mal, puisque dans un premier temps, le maire de Strasbourg, Frey, avait refusé l'autorisation de réunir cette Olympiade, et que quand Eisler est arrivé à Strasbourg, il a été immédiatement emprisonné. Et ça a été émaillé tout au long des 3 journées d'un certain nombre d'incidents. Par exemple, il y a une chorale de Forbach qui se fait violemment bousculer, qui est violemment bousculée par la police, parce qu'elle chantait dans les rues l'international. Donc là, ce qui m'intéresse dans oui, c'est cette articulation, ou cette forte, présence d'éléments de culture musicale, qui cristallise ou qui permet d'exprimer cette opposition. Et le 3e point sur lequel, c'est les 1er mai. C'est-à-dire que pendant toute cette période, alors là il y a un très beau dossier aux archives départementales, à partir de 24 et jusqu'à 40, c'est un énorme dossier, avec des comptes rendus extrêmement précis des manifestations du 1er mai. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le 1er mai n'était pas chômé, c'est-à-dire que pour pouvoir célébrer le 1er mai, il fallait faire grève, où c'était souvent difficile, et tout au long des années 30, on va avoir une très forte mobilisation, et souvent avec la thématique, effectivement, à partir de 32, 33, la question de la lutte contre le fascisme est inscrite à l'ordre du jour. C'est-à-dire, c'est en général articulé avec des revendications ouvrières, et les revendications qui étaient des revendications d'actualité, et on a toujours cette référence, alors après je reviendrai sur les variations, cette référence très présente au fascisme. Et quelque part, une manifestation, ça ne se passait pas du tout comme à notre époque, et c'était beaucoup plus proche avec un nombre important de manifestants, puisque il y avait des grévistes, en général très peu, 5 à 6%, mais souvent dans les villes, les maires, en particulier dans les grandes villes ouvrières, donnaient congé, ou c'était déclaré le jour chômé, comme ça permettait d'aller éventuellement manifester. Et on a quelque chose qui, alors le protocole, chaque année ça se passe à peu près de la même manière. Alors je pourrais vous faire la description, parce que j'ai regardé de près sur le déroulement à Strasbourg, le déroulement à Mulhouse, ou encore le déroulement dans le pays des 3 frontières à Saint-Louis. Souvent, le matin, on se réunit dans les bistrots ou dans les cafés où habituellement les ouvriers se retrouvaient. Par exemple, il y a un point de rendez-vous à Schiltigheim, à Bischheim, à Eunheim, en général vers 8 heures. Alors après, je n'ai pas très bien compris sur le timing, puisque ça me semble très court. Ils se déplacent surtout en vélo. C'est un autre élément, on voit souvent des cyclistes, ça c'est pour Jean Gerbert, ils viennent avec leur... quand le point de rendez-vous, par exemple à Lingolsheim est plus tôt, il est à 7 heures, c'est effectivement, la distance est un peu plus longue, et après ils se retrouvent tous où? À l'ancienne gare, et après de l'ancienne gare, ils sont rejoints et on retrouve exactement la même composition et les mêmes acteurs, c'est-à-dire avec les sociétés, oui. Je rappelle dans le cas de Schiltigheim, ils se réunissent à la cloche. C'est une fanfare ouvrière qui partait de Schiltigheim bien sûr à pied, puisque la manif n'était jamais en dehors de Strasbourg, était à Strasbourg. Elle partait en cortège de Schiltigheim à pied et entraînait tout le monde pour aller à la manif. Donc il n'y avait pas seulement celle de Schiltigheim, parce qu'il y avait celle de Eunheim, il y avait celle de Bischheim, il y avait celle de Lingolsheim, et ensuite il y avait celle de Strasbourg, parce qu'il y avait aussi des points de rendez-vous dans les différents, par exemple à Neudorf, à la Robertso, et tout le monde convergeait donc. C'est là que je ne vois pas très bien, parce qu'ils ne mettent pas beaucoup de temps, une demi-heure à peine pour venir de Schiltigheim en manif, ça fait vite quand même.
Et donc à 9 h, ils sont théoriquement à l'ancienne gare et ils démarrent à l'ancienne gare vers 9 h 30. Et ensuite, soit il y a double cortège, on prend tout le centre-ville, on remonte de l'ancienne gare au pont du Mercus, on prend la rue du 22 novembre, on prend la place Kléber et ensuite on se dirige vers où? Vers le grand lieu de festivité populaire à Strasbourg, qui est le parc des Comtades. Hein, c'est-à-dire, là c'est la fête avec les bandes, spectacles musicaux, voire même spectacles de théâtre. Donc là, vous voyez que c'est juste ce qui m'intéresse dans ces manifestations du 1er mai, c'est de voir comment est intégrée, comment dire, l'expression culturelle et politique à travers cette organisation des cortèges ouvriers. Et puis après, en général, ça se termine le soir, et encore on remet ça dans la ville de départ, où il y a un bal ou alors une réception ou un banquet. Par exemple, à Mulhouse, il y a un grand banquet à l'hôtel du Saumon, en général. Et à Mulhouse, il y a un autre rituel qui est celui, la veille au soir, d'un défilé au flambeau. À partir de 1934, ces manifestations sont unitaires, c'est-à-dire que communistes et socialistes manifestent ensemble. Donc ça, ce qui avant c'est pratiquement impossible, et c'est maintenant la question, donc, c'est-à-dire des conditions, comment dire, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, d'une expression politique de cette opposition. Alors elle est de cette opposition, disons, ouvrière. Encore une fois, c'est des manifestations importantes, avec sur Strasbourg et Mulhouse, en général, 2000, 3000 personnes. Bon, si on compare aux chiffres d'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même des mobilisations qui sont malgré tout significatives, même si c'est dans un cadre, il faut prendre sur son temps de travail ou faire grève pour participer à ces manifestants. Donc, oui, deuxième point, c'est... alors, il faut savoir que, c'est ce que j'essayais d'expliquer, le vocabulaire, comment dire, de l'antifascisme n'existe pas, hein, puisque l'objet fascisme apparaît avec Mussolini en Italie, et et ça se pose avec, effectivement, de façon cruciale à partir de l'accession d'Hitler au pouvoir. Et pendant toute cette période, on va avoir d'extrêmes variations, tant quant à la conception du fascisme et des modalités de lutte. Hein. C'est-à-dire que quand on a une mobilisation antifasciste, on n'est pas nécessairement... C'est souvent dans une rhétorique, en particulier chez les communistes, dans une rhétorique très générale. Hein. Parce qu'on verra qu'au cours du temps, bien très vite, les communistes, il suffit que ce soit un gouvernement avec lesquels ils sont en conflit pour qu'ils soient caractérisés immédiatement comme fascistes. Donc, ce n'est pas exactement ce que je voulais traiter, c'est-à-dire effectivement de la prise en compte concrètement du fascisme. Et l'unité est extrêmement difficile, puisque d'un côté, et jusque en 1934, les communistes considèrent, c'est la ligne, classe contre classe, ultra-gauche de l'internationale communiste, que de toute façon, les socialistes sont par définition des traîtres, hein, que c'est leur essence, hein, qui nous a trahi les sociodémocrates. Donc faire l'unité, c'est pas du tout évident. Et puis que de l'autre côté, pour les socialistes, effectivement, il y a une très grande attention et connaissance de ce qui se passe en Allemagne, mais l'ennemi principal, ce sont les cléricalo-fascistes. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est clérical est fasciste ou potentiellement le fourrier du fascisme.
Alors, c'est d'autant plus difficile que pendant cette période, ça renvoie à la question de l'autonomisme en Alsace, puisque, effectivement, les socialistes caractérisent les autonomistes comme des fascistes, ou au moins des cléricalo-fascistes, et que de l'autre côté, les communistes, à partir de 27-28, sont alliés, notamment à Strasbourg, c'est la municipalité Hubert, et avant même que Hubert scissionne du parti communiste, il y a alliance avec les partis, donc des 28, 28, Hubert est encore au parti communiste, et de toute façon, le parti communiste va conserver son orientation, de défense du droit à l'autodétermination de l'Alsace et de la Lorraine, de la Moselle, au moins jusqu'en 1935. Et c'est seulement en 1936 qu'ils abandonnent véritablement cette revendication sur la base, effectivement, aussi d'une évolution de leur approche du fascisme. Et donc, ça, c'est un obstacle, effectivement, à une mobilisation populaire unitaire. Et puis, il y a un deuxième obstacle, c'est l'affaire de la grève du bâtiment de 1933. À Strasbourg, il y a une grève extrêmement longue des ouvriers du bâtiment en 1933. Elle est très longue puisqu'elle dure 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, tous les ouvriers du bâtiment à Strasbourg sont en grève. C'est une grève qui est marquée par des conflits, par des affrontements extrêmement violents avec la police, notamment sur la place du Corbeau, qui s'est généralisée pendant au moins 15 jours, les 15 premiers jours du mois d'août, puisque tous les ouvriers des services publics se solidarisent, services publics, c'est-à-dire essentiellement les services municipaux, se solidarisent avec les ouvriers du bâtiment, et que cette grève est un échec, et qu'évidemment communistes et socialistes se renvoient la balle quant aux raisons de cet échec. Donc après, variation historique. Je vais faire en gros, mais ça va très vite et ça glisse. C'est-à-dire qu'avant 1933, en gros, il y a de l'information dans la presse sur le nazisme, et en particulier, et là sur le nazisme, aussi bien dans la presse socialiste que sur la presse communiste. Ça renvoie à la formule de François-Georges Dreyfus que j'ai rappelé tout à l'heure. Les communistes sont mobilisés, eux, sur la défense, et tous, c'est-à-dire pas seulement le KPO, sur la défense des autonomistes et de ceux qui ont été condamnés au procès de Colmar. En particulier, ils ont le Secours Rouge International, qui a été créé en 1922 pour défendre les victimes de la bourgeoisie, de la répression bourgeoise, et les condamnés, les autonomistes, sont pris en charge entre autres, par le Secours Rouge International, et il y a de très grands meetings qui sont organisés, et ça renvoie à toute une rhétorique du Parti communiste contre la guerre impérialiste, qui est porteuse de fascisme, et qui se manifeste en Alsace par le refus du droit à l'autodétermination de l'Alsace, qui est de toute façon une conséquence de la guerre impérialiste, de la Première Guerre mondiale, et de la façon dont elle a abouti. Souvent d'ailleurs, il y a tout un appareil qui est monté par ça c'est extrêmement intéressant, puis ça donne aussi, c'est anecdotique presque, mais l'ambiance de l'époque. Le Parti communiste a donc le Secours Rouge International pour organiser la défense des victimes, et là c'est essentiellement des procès autonomistes, et puis ils ont tout un appareil militaire qui est mis en place, qui est organisé par l'association des résistants et
des anciens combattants, l'association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, et c'est assez intéressant de voir comment il défile. Il défile en veste kaki, à revers, alors là c'est ARAC, faux col blanc, cravate noire, ceinturon de cuir, donc vous voyez c'est l'époque, hein, on défile, et une canne d'ailleurs qui est une canne ferrée, qui fait l'objet de nombreuses polémiques, puisque, enfin pas de polémiques, mais on retrouve dans les archives des choses intéressantes, où on conseille aux militants d'avoir des cannes où on puisse dévisser la pointe ferrée, parce que la police, évidemment, considère qu'à partir du moment où on a une canne ferrée, c'est une arme. Hein, donc, et on dit, il y a des tests qui disent, oui, c'est seulement en dernière extrémité qu'on doit revisser sa canne pour la transformer en arme efficace. Les socialistes sont... on voit aussi les socialistes tenir un certain nombre de meetings, et ces meetings, pour les socialistes, sont surtout des meetings d'information sur ce qui se passe en Allemagne. En particulier, il y a des leaders sociodémocrates du Pays de Bade qui viennent à Strasbourg pour expliquer quelle est la situation en Allemagne. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire de la Commune de Paris, il y a un député au Landtag de Bade qui vient à Strasbourg et qui explique qu'on va vers une guerre civile prochaine qui aura son origine dans l'activité insensée d'un émule de Mussolini. Donc on voit le travail d'information, ou encore il y a le fameux, enfin c'est pour moi qu'il est fameux, donc ça, Gustav Schulenburg, c'était l'un des dirigeants du mouvement des conseils de soldats et d'ouvriers en novembre 18 à Strasbourg, qui ensuite a été expulsé, qui était un syndicaliste de la métallurgie, qui a été expulsé en 18, comme de très nombreux militants, parce qu'il était allemand, et qui continue sa carrière syndicale à Karlsruhe, où il est le responsable de l'union locale du syndicat, et il vient de temps en temps à Strasbourg faire des conférences. Et lui il parle plutôt, alors on voit bien l'imprécision aussi dans l'analyse, c'est-à-dire que, bon, pour nous c'est facile de relire l'histoire à rebours, mais lui il dit on est menacé par une dictature de type militaire, c'est-à-dire qu'il voit plutôt se profiler une dictature de type militaire. Les socialistes mobilisent aussi, par exemple, autour de Mussolini, hein, et insistent beaucoup sur le maintien de relations avec l'Allemagne. Là, par exemple, c'est un grand meeting qui réunit plus de 1000 personnes en 29. Les relations franco-allemandes sont absolument nécessaires à la sécurité et à la paix. Et ils votent même une résolution. Et il y a un débat extrêmement intéressant, puisque après, qui sont les fauteurs de guerre? Ben, les fauteurs de guerre, c'est toujours les cléricalos fascistes. Hein, c'est les autonomistes, parce qu'ils remettent en cause, effectivement, le rapport entre la France et l'Allemagne. Dans un deuxième